faut pas venir en Russie juste parce que vous détestez Macron. Faites ce que vous voulez chez vous, tant que vous touchez pas aux enfants. Je connais qu'un seul homosexuel et en plus il est pro-Poutine. Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle émission, émission spéciale. Il n'y a pas eu de vidéo actu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de pouvoir parler des sujets d'actualité du moment, de l'Ukraine-Russie, de l'allocution de Macron qui a fait énormément parler. Et je reçois comme invité Thomas Sovic, qui est un youtubeur assez connu, qui s'est fait supprimer sa chaîne YouTube, justement parce qu'il n'a pas des positions macronistes, zelenskistes, j'ai envie de dire. Donc Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis on va pouvoir démarrer l'interview. Bah, merci déjà pour l'invitation. Alors, je vais juste rectifier ces comptes YouTube. J'en ai trois qu'on sauté. C'est-à-dire que j'en avais deux. Une principale, celle Tomasovic. Du coup, j'ai refait une chaîne Tomasovic 2.0 où il y a déjà plus de 10 000 personnes qui sont revenues. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont revenus et n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai reposté certaines vidéos importantes que j'avais faites à l'époque. Celle où, par exemple, je suis sur un tank, un char Abrams, où je vais voir quelques petits véhicules français qui ont été capturés ou parler de sujets importants comme l'adhésion de Vladimir Poutine vis-à-vis de sa population, etc. Mais ça, c'est vous qui allez le voir directement. J'en avais fait une deuxième plus sur la vie en Russie qui était toute nouvelle, bon, qui a été supprimée aussi, et une en russe. En fait, j'avais commencé à faire en russe, c'était tout petit. Je montrais mes chats. Bon, voilà, c'était assez propagandiste russe. À un point, il fallait vraiment la supprimer. Je les comprends tout à fait. Ouais, non, mais de toute façon, après, moi, je suis là en Russie. Je montre la vie en Russie, la vraie vie, comme j'aime bien l'appeler. Je vais de temps en temps aussi me promener en extérieur, vous montrer en même temps ce qui se passe sur place. J'avais fait une vidéo, je vais en refaire une. C'est juste, ça prend un peu plus de temps sur l'inflation, typiquement les Ah chiffres ouais. réels, parce que j'avais des vidéos qui prouvent justement mes dires à Moscou, parce que moi j'habite à Moscou. Et voilà, je parle aussi de mon ressenti sur place. Et tout ça, bon, forcément, c'est synonyme de propagande pour tous nos médias et les gouvernements qui sont à l'ouest, dans tous les sens du terme, par ailleurs. Mais après, bon, ça, on va en reparler en détail. Donc voilà, c'est un petit propagandiste russe. Je sais. Génial. Et oui, on précise qu'effectivement, tu es à Moscou, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer parce que bah voilà, il y a clairement une plus-value dans ce que tu dis parce que toi, tu es sur le terrain. C'est pas BHL qui nous dit oui, oui, il faut envoyer les jeunes à la guerre, mais lui, il est sur les plateaux télé, bien caché en France. Donc bon. Alors justement, on Oui, il va est en costume passer. sur le front aussi, hein. Il est en Oui, costume à faire des photos assez ridicules. exactement. Alors, on va passer à la première question. C'est la fameuse allocution d'Emmanuel Macron récemment qui a fait un petit peu parler parce qu'il qualifie la Russie de menace. Alors, comment les Russes, ils ont ressenti ça et comment Poutine, surtout, il a perçu ça? Est-ce qu'il perçoit maintenant la France comme une menace? Alors moi je l'ai vu en direct, enfin oui en direct je l'ai regardé. J'avais envie d'aller me coucher à ce moment-là parce que c'est 2 heures de décalage, hein. Il a fait à 20 heures, moi c'était déjà 22 heures chez moi. Mais je me suis dit bon j'avais encore un peu de nerfs, on va dire ça comme ça, je peux bien me mettre quelques minutes de Macron. Je l'ai écouté, pour être honnête moi je m'attendais exactement à ça. C'est-à-dire que j'étais absolument pas étonné ou quoi que ce soit. Par contre, la quantité de Russes qui m'ont envoyé des messages avec la vidéo, t'as vu, etc. Ça, c'est absolument pas ce qui a manqué. Ça a été les sujets de toute l'actualité en Russie, les déclarations de Macron. Poutine a mis du temps à réagir, hein. Typiquement, c'était le premier officiel, c'était Lavrov. Après, on a eu sa porte-parole Zakharova. Et Poutine a réagi plus tard, encore même quasiment un jour après. Et du coup, bon, ce qu'ils ont dit, c'est toujours dans une sorte d'ironie d'humour russe au niveau des politiques. Lavrov a été le premier à répondre en disant que bon, voilà, qu'il est pour parler de ça. Zakharova et Poutine ont joué sur le côté Napoléon, parce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon est beaucoup plus apprécié en Russie qu'en France. Et Ah ouais. j'ai vu, la seule fois de ma vie que j'ai vu une statue de Napoléon, c'était en Russie. Bon, j'ai envie de dire, pour eux, c'est facile, ils ont gagné. Donc c'est plus facile quand on a gagné de pouvoir parler de l'histoire. Mais bon, voilà, ça reste que les Russes sont attachés à l'histoire. Donc jouer sur le côté Napoléon, sur la défaite de la France et l'importance de la Russie, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, ça c'est un sujet qui va arriver plutôt dans les 2 mois, là, dans les 2 prochains mois, parce que le 8 mai et le 9 mai en Russie. Surtout pour les 80 ans de l'anniversaire de la victoire, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Ah ouais. Moi, je serai là à Moscou pour filmer aussi, parce que ça va être quelque chose d'assez intense. Mais sinon, au niveau de la population, en fait, les Russes sont toujours sous le choc, parce que les Russes adorent vraiment la France, la culture française. Tous les Russes que j'ai côtoyés bah, connaissent déjà plus de littérature française que moi. Voilà, je suis
inculturé, j'adore utiliser ce faux mot parce que par rapport à toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, disons comme ça. Mais les Russes adorent, ils me parlent de livres des fois que je n'ai absolument pas lus, que eux ont lus à l'école typiquement, des mots russes, et voilà, des mots pardon français qu'ils connaissent. Ils aiment bien vraiment la France. Et tous veulent visiter Paris, etc. Et d'ailleurs, quand on est sur place, beaucoup me disent, mais pourquoi tu ne vis pas à Paris, en France? Ah C'est un pays ouais. incroyable. Parce que bah, tous ces gens-là, par contre, ne sont jamais allés sur place. Et quand ils reviennent, j'ai beaucoup d'exemples d'ailleurs à donner à ce sujet. Quand ils reviennent, en général, ils veulent pas y repartir en France. Ça, bon, tu te doutes très bien et tous nos spectateurs se doutent très bien du pourquoi, du comment. Donc voilà, les Russes sont encore plus sous le choc. À vrai dire, ça a été un peu le cas comme les déclarations de Macron il y a un peu plus d'un an sur l'envoi de soldats possibles en Ukraine. Ça a été littéralement la même chose, un choc supplémentaire. Mais en fait, ce qu'ils pensaient au départ, c'est essayer que Poutine, ben, que la population se mette à dos Poutine. Alors qu'en réalité, ça fait littéralement l'effet inverse. Même chez les plus jeunes qui sont vraiment les plus jeunes Russes, sont ceux qui sont les plus pro-occidentaux, entre guillemets. Et même ces gens-là deviennent de plus en plus pro-Poutine en soi, hein, pro-Russie, même si de base le nationalisme est quelque chose de fondé pour l'écrasante majorité de la population, contrairement à la France d'ailleurs, Ouais. où c'est important, disons, si t'aimes pas la Russie, dégage, quoi, alors que pourtant tu sois pro-anti-gouvernement Poutine, hein, d'ailleurs. Voilà, tous commencent à comprendre ce que c'est réellement l'Occident. Et toute la propagande qui a eu lieu dans les années 90 et début 2000, en particulier, qui est resté dans la tête de beaucoup de jeunes, on va dire jusqu'à 35 ans à peu près, commence à s'effacer petit à petit, surtout quand ils vont sur place. Ah ouais, ah, c'est dingue parce que c'est vrai que nous, ici en France, on a vraiment l'impression que les Russes nous détestent, que Poutine, il veut Ah même non, envahir l'Europe. Justement, sur ce fameux Poutine veut-il envahir l'Europe? Est-ce que c'est véridique? Parce que j'ai vu une vidéo passer, alors peut-être que la traduction était mauvaise, mais Poutine disait qu'en gros, Macron et toute l'Europe mentaient justement en faisant croire que Poutine veut venir en Europe pour nous soutirer du fric, pour faire monter l'inflation, pour faire grossir la dette, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Poutine veut vraiment envahir l'Europe ou est-ce que c'est des foutaises? bon, je vais juste faire une petite hypocrisie là-dessus qui me fait doucement rire. On voit d'ailleurs pas mal de vidéos par rapport, ne serait-ce qu'à von der Leyen ou à Macron. C'est que d'un côté, on nous dit que la Russie, les sanctions ont fonctionné. D'ailleurs, c'est ma vidéo préférée de tous les temps, c'est celle de Bruno Le Maire où il dit qu'on va sanctionner, on va détruire l'économie russe, on va la mettre à genoux. Euh, quand on voit ça d'un côté, on nous dit que la Russie, ils sont obligés d'aller chercher des machines à laver, des puces de machines à laver pour des missiles. Ils se battent avec des pelles. Récemment, on a eu des chameaux qu'ils utilisaient pour envoyer, pour transporter les choses, pour leur logistique. Et de l'autre côté, on nous dit que Poutine va envahir l'Europe. Enfin, il y a deux poids, deux mesures. Il y a un truc qui va pas. C'est soit 100%, soit 0%. Au bout d'un moment, il faut comprendre si c'est possible que Poutine nous envahisse. Absolument pas. À vrai dire, les seuls pays qui craignent énormément, entre guillemets, sur leur sécurité, c'est juste pour récupérer de l'armement et de l'argent, hein, c'est les pays baltes. Mais quand on sait la réalité, déjà d'une, les Baltes ne sont pas russes. Et c'est la problématique qui a eu lieu avec les Ukrainiens, avec une partie des Géorgiens au Kazakhstan. On a aussi cette problématique en Biélorussie, où en fait il y a des Russes ethniques qui sont présents sur ces territoires-là. Et quand on voit d'ailleurs ce qui s'est passé d'ailleurs vis-à-vis depuis 2022, c'est que en fait depuis 2014, on bombardait des populations russes, russophones, du Donbass. On les tuait en fait, on tuait la Ah population. Il y avait ouais. des bombardements sur des marchés, des choses comme ça. Donc en fait, c'est là aussi la volonté de Poutine dans ce qu'ils appellent en Russie opération militaire spéciale, même si on peut utiliser le mot guerre hein, d'ailleurs. Je vais pas en prison pour dire ça. Hein, c'est une autre anti-fake news, disons que je te donne même gratos comme ça. Mais vraiment, c'est cette volonté-là, c'est de sauver les Russes face à bah, un Occident qui pousse à travers des pays comme le gouvernement ukrainien, qui pousse en fait à faire chier la Russie au maximum et à la mettre de côté, à l'isoler. Et par contre, c'est sûr que c'est une évidence que Poutine n'attaquera jamais l'Europe. Déjà, aucun pays de l'OTAN, ça c'est certain. Et puis de toute façon, il n'en a pas l'envie. Poutine n'a pas envie d'attaquer l'Europe. Pourquoi faire? Récupérer des pays baltes qui sont déjà morts, qui se sont auto-tués en partant bah, en ne voulant plus d'énergie russe, et là qui maintenant qui payent trois fois plus cher, je crois, leur énergie, alors que leur économie était déjà mortifère.
Pourquoi récupérer des choses qui ne valent strictement rien et dont en plus de ça, qui ne sont pas proches spécialement culturellement? D'autres pays, c'est un autre sujet, comme l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, c'est un autre sujet. Oui, ils ont besoin, pour les Russes, ils ont besoin d'avoir une proximité avec leurs frères, parce que c'est leurs frères, ils le disent. Mais forcément, quand on pousse à bout, par exemple, des néo-nazis qu'on a, et c'est vrai d'ailleurs, hein, même s'il y a une exagération des propos des Russes vis-à-vis de la dénazification, évidemment qu'il n'y a pas 100% de nazis en Ukraine, c'est une évidence, mais au sein de l'élite militaire en particulier, c'est une évidence, ça. Et d'ailleurs, beaucoup de médias qui en ont parlé avant 2022 arrêtent d'en parler, comme vis-à-vis d'ailleurs du secteur de la corruption en Ukraine. On en parlait avant, maintenant il ne faut plus trop l'évoquer parce que la masse occidentale, s'ils l'apprennent réellement, ne voudront plus soutenir l'Ukraine. Et pourquoi dans ce cas-là ils mettent cette peur de ce Poutine qui devrait nous envahir? C'est pour évidemment le secteur de la défense. Parce que bah, il y en a qui récupèrent des ronds au passage, ça fait tourner l'économie en particulier française. Faut pas oublier que la France, on produit énormément, on est le deuxième exportateur parce que depuis 2022 c'était jusqu'à 2022 c'était la Russie, le deuxième, mais depuis 2022 du coup forcément ils exportent moins et la France exporte beaucoup plus. A toujours cette envie d'Europe de la défense et comme Macron a dit Europe de la défense, ça m'a fait sourire parce que personne n'en veut de son Europe de la défense. Les Allemands ne veulent pas acheter du matériel français, ont acheté du matériel américain militaire. Les Polonais, les Baltes, qui achètent pas mal, n'ont rien acheté quasiment de français en fait. Et son objectif, c'est de vendre plus enfin, l'industrie française à l'Europe en profitant de la situation de ce qui se passe avec Trump. C'est juste une situation voilà, où il essaye de profiter pour améliorer l'industrie française. Mais c'est une évidence que ça ne va pas marcher à long terme parce qu'il y en a plein qui n'ont Ouais. pas confiance à la France. Et Est-ce que c'est la logique. Russie, elle souffre vraiment de la guerre ou est-ce que l'économie russe s'en porte bien? Je crois que tu avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs où tu disais même que certaines marques américaines étaient revenues en Russie sous un autre nom parce que justement c'était l'inverse total. En fait, la Russie se porte bien et le marché par contre international, lui, se casse la gueule. Faut venir sur place. J'ai envie de te dire, viens sur place, tu le verras. Tous ceux qui viennent le disent toujours. En fait, les marques, quasiment toutes, sont restées. D'ailleurs, il y a une analyse, c'est surtout les Ukrainiens qui font ces analyses-là. Donc voilà, en termes de sources, on peut pas me dire que j'utilise la propagande russe, entre guillemets. Mais les Ukrainiens font les comptes des entreprises internationales qui sont restées, y compris les entreprises ukrainiennes. Plus de la majorité sont restées. Ou il y a quand même une bonne partie qui n'ont pas développé leurs activités, qui ont juste laissé ça comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est doublement hypocrite, c'est que la plupart du temps, ce qu'ils disent, c'est que nous, on ne s'en occupe plus, on laisse au management russe. Je peux te le dire de source sûre, parce que je les connais, certains. Certaines entreprises françaises qui sont encore ici, ils ont laissé au management russe qui sont des Français. Donc voilà, c'est totalement hypocrite. Et au contraire, ça aide énormément, beaucoup plus, même si on parle des grandes entreprises, hein, ça aide même beaucoup plus les Russes. On prend l'exemple d'un des plus connus qui est McDonald's. Maintenant, au lieu que l'argent parte aux États-Unis, il reste en Russie. Ouais. Ouais, ils ont Mais russisé c'est les grosses c'est marques. négatif. C'est littéralement la même chose, hein. Je te le dis, même d'ailleurs, les patates sont meilleures, hein. Bon, bref, ça c'est que mon point de vue. Faut venir sur place Oui, pour. je serai, je serai. Non, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu un bon qualitatif à ce niveau-là. Bon, enfin bref, c'est mon point de vue. Mais l'argent reste en Russie. D'ailleurs, vis-à-vis des marques automobiles, par exemple, qui a été un des secteurs les plus complexes avec l'aviation, les marques automobiles, alors c'est sûr que maintenant il y a énormément de voitures chinoises, mais maintenant quand les Chinois viennent, il y a beaucoup produits sur place. Et au lieu que ce soit 100% détenu par les étrangers, c'est du 50-50. Donc, est-ce que vous voyez ça négativement? Moi, non. Forcément que c'est emmerdant, en particulier pour ceux qui ont acheté des voitures étrangères. Ils continuent toujours d'en acheter. Je suis un canal Telegram importateur, ça me fait juste mourir de rire, importateur de voitures de luxe. Donc des Ferrari, des Rolls-Royce, voilà, des voitures extrêmement chères. Ils arrivent sans problème à les importer en Russie alors que c'est sous sanction. Donc en fait, l'économie de la Russie ne peut pas être totalement mise sous embargo. Hmm. On peut essayer. On peut prendre par exemple les composants informatiques. Là, l'ordinateur sur lequel je suis actuellement, j'ai acheté des composants. En fait, ça a mis un peu plus de temps que prévu d'arriver. Le prix, il n'y avait pas une grosse différence, hein. Il y avait peut-être 5% de différence à peu près. C'était en 2022, hein. C'était au pire moment par rapport au prix d'avant. Et en fait, ça venait du Kazakhstan, ça venait directement de Chine, Ah. ça venait d'Arménie, de certains produits, ou même déjà, certains étaient déjà en Russie. Donc,
dans tous les cas, il y a des pays tiers qui en profitent et surtout que ce qui sont complètement débiles à la tête, à particulier dans toutes les instances, on va dire, de Bruxelles ou des pays qui sont vassaux, on va dire ça comme ça, de l'Union européenne, euh, c'est que depuis 2014, il y a déjà des sanctions. Et ils auraient pu déjà prendre en compte ce qui s'est passé depuis 2014, où les sanctions contre la Russie n'avaient pas marché. Elles étaient assez légères. Elles ciblaient surtout les régions séparatistes du Donbass et la Crimée nouvellement récupérée par les Russes. Et en fait, on voit bien que, bon, hormis un manque, on va dire, un moindre d'investissement européens ou américains en Russie, c'est les contre-sanctions russes qui ont été les plus efficaces. Parce que ça a été un embargo en particulier alimentaire. Et, euh, et quand on voit ça, en fait, quand on analyse, parce que moi c'était le sujet de ma thèse, surtout pour les produits français, en fait, ils passaient par d'autres pays tiers sans aucun problème, que ce soit vis-à-vis des sanctions qui ont été posées ou des contre-sanctions d'ailleurs. Donc on ne peut pas mettre de côté la Russie, c'est impossible. C'est ça. Il y a beaucoup trop de pays qui en ont besoin. Et d'ailleurs, on se croirait presque dans un film d'Hollywood où le monde, c'est les États-Unis et Paris de temps en temps, on va dire ça comme ça. Et le reste du monde n'existe pas. Là, voilà, faut se mettre littéralement dans la réalité où plus que la majorité des pays du monde continuent de commercer avec la Russie sans C'est aucun ça. problème. Et au contraire, poussent encore Ah oui, il plus. y a d'autres pays qui vont en profiter, justement, ouais, c'est assez dingue. Et est-ce que les Russes, ils sont optimistes par rapport à la guerre? Est-ce qu'ils pensent que c'est gagné? Ou alors est-ce qu'il y a quand même hein, une sorte d'incertitude au niveau de la population? Alors, au niveau du gouvernement, c'est certain qu'il n'y aura pas de problème. Ouais. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps. C'est une guerre d'attrition. Parce qu'on le voit bien. Alors, il faudrait plutôt poser des questions, ça, à des spécialistes militaires, mais on le voit bien. Moi, je regarde beaucoup de canaux Telegram russes, et y compris qui viennent de l'autre côté. Ouais. Euh, et là, vraiment, on voit bien que dans tous les cas, les Russes ne sont pas à se jeter comme c'est fut à Stalingrad, sous les balles, etc. Ils attaquent de loin, ils prennent petit à petit. Et d'ailleurs, ça a été leur stratégie, c'est la stratégie la plus logique qu'ils ont depuis 2022, hormis forcément l'offensive initiale. Mais chez les Russes, en fait, c'est que ça dépend parce que ceux qui vivent en Extrême-Orient, en fait, la guerre, ils savent pas ce que c'est. Ils en entendent parler, mais c'est tellement loin. Et ils ont aucun impact réel sur leur vie, alors que forcément, certaines régions limitrophes voient des missiles taper des immeubles. C'est assez rare euh, parce qu'ils se font récupérer par la DCA russe. Mais quand même, voilà, forcément, il y en a qui préféraient que ça s'arrête le plus vite possible. Et d'ailleurs, les Russes sont les seuls à appeler à des négociations réellement, Ouais. hormis Trump. C'est ça. Alors justement, Trump, tu fais très bien d'en parler parce que, bon, je suppose que tu as vu l'extrait de J.D. Vance, Trump face à Zelensky. Bon, voilà, il s'est fait remonter les bretelles, il s'est fait remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Euh, alors justement, qu'est-ce que pensent les Russes de la politique de Trump? Est-ce que justement, quand il est arrivé au pouvoir en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, est-ce que les Russes se sont dit, bon, c'est positif? Ou alors à l'inverse, est-ce que la politique trumpiste un petit peu, disons, directe et incisive, est-ce que les Russes se disent, oula, là on entre dans une nouvelle ère, parce qu'on sait aussi qu'il y a les tensions avec la Chine, donc qu'est-ce qui se dit là-bas? En fait, je pense, j'ai l'impression que toute la population russe, Ouais, y compris le gouvernement, ont tous la même vision là-dessus. ouais, Évidemment, on va dire, il y a jamais 100%, mais voilà. C'est que on peut reprendre directement Poutine. Il n'a pas changé d'avis là-dessus quand Trump, avant même que Trump ait été élu en 2016. Il dit dans tous les cas, voilà, on va parler pendant 4 ans avec un, mais après il y en aura d'autres. Et c'est littéralement ce qui s'est passé par ailleurs avec Biden par la suite. Donc en fait, ils savent très bien que, surtout aux États-Unis, ça va d'un côté, ça revient de l'autre après, etc. Donc il n'y a rien de concret sur le long terme. Par contre, c'est sûr que évidemment qu'ils étaient plus contents que ce soit Trump que Harris, parce que Trump a des propos gentils vis-à-vis de la Russie, contrairement à Harris, ou du moins plus gentils. Par contre, il faut quand même émettre des réserves, c'est que celui qui a le plus sanctionné la Russie, c'est Trump, hein. ah ouais, À l'époque, Nord Stream 2, il n'a pas fait semblant, Trump, à l'époque. Donc en fait, il ne faut pas oublier cela, c'est que voilà, les Russes se souviennent très très bien de l'histoire à tous les niveaux, que ce soit récent ou ancien, et ils n'ont aucunement confiance totalement à Washington de manière générale. Par contre, c'est sûr que s'ils font des pas en avant, ouais. euh,
ils seront contents. Mais ce qui est important, et c'est très culturel, on va dire chez les Russes, la parole, c'est une parole. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en arrive à la situation actuelle, c'est que les paroles n'ont pas été respectées depuis la chute de l'URSS sur certains points, et surtout quand on sait que depuis 2014, et l'avenir nous a donné totalement raison, les accords de Minsk, d'ailleurs quand Macron pardon, en parle, ça fait doucement rire de négociations que la Russie, il a dit par la suite que la Russie n'avait pas respecté les accords, alors que Merkel et Hollande, qui se sont fait avoir par des Ouais. Russes par ailleurs, ont dit justement que voilà, il n'y avait aucun objectif de paix, c'était juste réarmer l'Ukraine pour attaquer le Donbass. Et peut-être la Crimée par ailleurs, hein, d'ailleurs, ça n'a jamais été réellement évoqué. C'est que bon, la Crimée est russe, ça, c'est un fait historique, c'est un fait point barre. On peut difficilement dire l'inverse, surtout quand on voit ce qui s'est passé quand ça a été rattaché. Il n'y a eu aucun combat. Et la population donnait des fleurs. J'avais interviewé, d'ailleurs, il faudrait que je refasse une version quand ce sera l'anniversaire. J'avais interviewé un Russe qui parle français qui était là-bas. Il était en Crimée à ce moment-là. Ok. Et il disait, tout le monde était content. Tout le monde était content. Et quand on voit, il y a plein de vidéos sur Internet maintenant, surtout en Russie, qui montrent le avant-après. Ah Et en fait, ouais. c'est que d'ailleurs, beaucoup parlent de comme ça. Typiquement, je te donnais l'exemple d'un ami qui avait pris la voiture. Alors, c'était quelques années après, ça devait être 2018 à peu près. Ouais. Il me disait que, bon, il passait, c'était juste après le pont de Kerch qui était réellement construit. Euh, il passait, il disait, bon, on arrive en Ukraine. C'est pour dire dans le tiers-monde. C'est-à-dire qu'on sentait, il sentait une grosse différence entre avant, où c'était le territoire russe d'avant 2014, Ouais. et quand il arrive en Crimée, où voilà, c'est la Russie, il y a des constructions de partout, etc. Mais on voit que ça a été délaissé pendant plus de 30 ans. Bah, Waouh. quasiment 30 ans. Ah ouais, c'est dingue. Alors, Mais ça a été reconstruit, il y a plein de photos, ouais. l'aéroport, etc. Et surtout que quand ça va s'arrêter, il va y avoir des investissements massifs parce que les Russes vont se jeter là-dessus. D'ailleurs, au niveau de l'immobilier, c'est un des meilleurs points quasiment de Russie en ce Ah moment. bah tu m'étonnes, c'est sûr. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'avion. Typiquement, si tu prends depuis Moscou, c'est 26 heures en train, hein. Donc bon, c'est pas la porte à côté, la Crimée, hein. Ah oui, ouais. Mais oui, voilà, il y aura énormément d'investissements, en particulier dans le tourisme, ça c'est certain. Et D'accord. ça va encore se développer. Je pense que déjà que certains qui viennent, ne serait-ce qu'à Moscou, 10 ans auparavant, alors 10 ans, c'est pas beaucoup, hein. Mhm. 10 ans auparavant, ils ne reconnaissent plus la ville. Alors je te laisse Ah. imaginer dans toutes les autres villes, en particulier ce type de ville-là. Ah oui, d'accord, oui, donc il y a vraiment eu un, ouais, ouais, comme tu dis, un avant-après terrible suite à. Waouh. Et, bah, je vais dire sur ce sujet-là, Ouais. ce que je cite souvent, c'est que là, il y a ma fenêtre et ils ont construit un immeuble de 33 étages en même pas un an. De l'autre côté, j'ai une vue, il y a trois immeubles, pardon, il y en a que deux qui sont totalement construits en un an aussi à peu près, 56 étages et l'autre un tout petit peu moins. Enfin bref, il y a des constructions de partout, c'est-à-dire que même moi, à certains endroits, j'y vais parce que du coup, j'accompagne des touristes, des groupes ou en individuel en Russie. Ouais. Mais moi, à certains endroits, j'y vais. Ça fait peut-être 2 ans que j'y suis pas allé. Ouais, ils ont construit ça, ils construisent ça. Mais même moi, qui vis ici, je suis sous le choc des avancées qu'il y a eu parce que bah, l'argent, au lieu qu'il parte à l'étranger, parce que la Russie est un pays qui Qui investit sur lui-même. investit énormément à Ouais. l'étranger en particulier auparavant, parce qu'ils avaient beaucoup d'euros en particulier. Donc, ils investissaient dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne. Ils mettaient de l'argent. Et bah, maintenant, bah, ça se retrouve sur place. C'est Donc en ça. fait, ils développent tout sur place, des usines, des constructions partout. Mais ça, ouais, c'est presque fatigant parce qu'en fait, il y a tout qui change. Alors que voilà, je suis assez jeune, quoi. Ouais. On en reparlera dans quelques années. Ouais. Ah, c'est un pays qui a de l'avenir, ça c'est sûr. Alors, tu sais, justement, nous en France, au lieu d'investir sur nous-mêmes, dans les infrastructures, dans la politique, dans le social, non, nous on préfère, ça y est, on a mis un truc en place. Je crois que les flics maintenant ils mettent des PV aux cyclistes à Paris qui vont un peu trop vite, tu vois. C'est pour te dire à quel point. Et justement, ça rejoint un petit peu ce qu'appelait Poutine. Tu sais, il y avait un discours où il disait justement que l'Occident était gangréné de valeurs satanistes. Et je pense qu'évidemment, il faisait aussi référence au wokisme, au progressisme, au LGBTisme. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Russes? Est-ce que ça existe quand même en Russie? Est-ce que quand même vous mettez un gros frein à toutes ces valeurs un petit peu satanistes qu'on peut qualifier ou je ne sais pas comment? Évidemment qu'il y a des réseaux LGBT qui sont financés par l'étranger, mais ils sont tellement minimes et tellement contre-culturels ici. Ouais, C'est vraiment, faut comprendre, c'est contre-culturel. Cette culture-là, disons que chez les plus jeunes, on va plutôt être vers un rapport où
vis-à-vis par exemple de l'homosexualité, où on va pas les mettre de côté, on va pas les frapper, on va pas les mettre en prison, quoi que ce soit, même si c'est pas le cas hein, d'ailleurs, hein, faut pas oublier que la prison, etc., c'est pas le cas, c'est juste qu'ils sont mal vus s'ils sont efféminés. Ok. C'est-à-dire que l'orientation, bah, je reviens sur Poutine là-dessus, Ouais. c'est que en soi, faites ce que vous voulez chez vous, tant que vous touchez pas aux enfants. C'est grosso modo ce qu'il avait sorti à l'époque de Sochi. C'est parce qu'il y avait une fille une sportive qui disait par rapport à la couleur officielle voilà que c'était très coloré en faisant quasiment référence à la couleur LGBT. C'était en Russie, hein, donc ces Jeux Olympiques d'hiver. Et, euh, voilà, c'est la mentalité des Russes. Faites ce que vous voulez tant que vous faites pas chier votre monde, en fait, hein. Et c'est littéralement ça le problème d'ailleurs du wokisme. Moi, j'en ai Ouais. strictement rien à foutre de ce que font les gens chez eux. C'est juste que voilà, ne nous emmerdez pas. Laissez-nous vivre et on s'en fout que vous fassiez des choses autres chez vous ou quoi que ce soit, mais restez normaux, tranquilles. C'est ça. Et ça, c'est pareil en Russie. Des cheveux roses, des cheveux bleus, t'en vois de temps en temps. C'est très rare par contre, parce que du coup, tu les regardes attentivement. Et les Russes, en règle générale, font pas semblant. Je vais te donner une anecdote dans un métro, j'aime bien celle-là. Il y avait un bonhomme qui était assis, il y avait une femme, cheveux roses, qui était en face. Il l'a dévisagée comme pas possible, et quand il est parti, il n'a pas hésité à la bousculer sans lui Ah. demander, excusez-moi, je vais sortir, etc. Il l'a Ouais. bousculé volontairement. Et ça, c'est à peu près, voilà, c'est en mode, bon, voilà. Et d'ailleurs, chez ceux qui sont partis de Russie, Ouais. si tu veux, ouais, sur ce sujet-là, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient comptabilisés alors que c'était plus ou moins des touristes, hein, par Ouais. ailleurs. Bref. Mais en fait, une partie de ces gens-là, dans tous les cas, les partir de Russie, si en Russie, si vous n'avez pas spécialement les valeurs russes, la plupart des Russes vont essayer de partir. D'accord. Mais voilà, c'est pour autant, voilà, il y a j'ai un exemple parce que bon, ça, c'est pas le genre de choses qu'on parle énormément, parce que ben voilà, on est des gens civilisés en Russie, mais je connais qu'un seul homosexuel et en plus il est pro-Poutine. Voilà, c'est pour te dire le paradoxe qu'il peut y Ah avoir. ouais. Tu fais écouter cette interview à quelqu'un de LCI, il va bugger sur place, hein, et son cerveau il va prendre feu. Mais voilà, il y en a d'autres, ça se voit, disons, ils vont partir de Russie. Et Ouais. puis tant mieux, j'ai envie de dire. C'est tant mieux parce que ben voilà, si tu vas aller vivre dans un monde qui te correspond plus, très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti dans un monde qui me correspondait beaucoup plus que la France. Disons que les valeurs françaises et surtout, bah, le Covid est un peu complexe, disons. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça a été le bouchon, disons, de trop. Enfin, la goutte, pardon, je me La mélange. goutte. C'est pas une expression russe, hein, c'est pas une expression russe que j'ai traduite dans ma tête, hein. C'est vrai qu'à travers ce que tu me dis, j'ai l'impression que contrairement à la France, il n'y a pas de volonté de diviser le peuple, même s'ils sont d'une quelconque idéologie. Parce qu'ici en France, même si on est français chrétien, il suffit qu'on soit un de gauche et un de droite. C'est la raison pour laquelle ils vont se cracher à la gueule toute la journée, ce que je trouve un peu débilitant. Ça va en Russie, là-bas, il n'y a pas trop de... Au niveau de la politique, il n'y a pas trop de conflits d'intérêts? Le peuple français est un peuple très politique. Et Oui. d'ailleurs, les Russes s'en rendent très facilement compte parce que nos premiers sujets de conversation, c'est la politique et la nourriture en tant que Français. Alors que les Russes, non, non, non. Bon, leur gastronomie ne vaut pas la gastronomie française. Ah. Mais voilà, c'est petite pique aux Russes là. Mais voilà, c'est très différent. Les Russes n'ont pas tendance à parler de politique. En fait, ils refont plutôt le monde plutôt que la nation. Ils parlent plutôt hein, du côté international, alors que nous, on a plutôt tendance à parler des problèmes nationaux. Certes, ils parlent aussi des problèmes, hein, il faut dire, c'est que la Russie n'est pas un pays parfait, hein. Il n'y a aucun pays qui est parfait dans le monde. Mais c'est assez... ouais, faut venir sur place et leur parler pour comprendre. C'est juste que eux, la politique, disons que tant que tout roule, bon, Ouais. voilà, c'est le plus important. Et forcément qu'ils se plaignent de certaines choses ou qu'ils sont contents d'autres. Mais la politique n'est absolument pas le premier sujet de conversation. Et Loin de est-ce là. que à la télé ou, ouais, ou dans des débats, est-ce qu'il y a des mecs un peu à la BHL, Glucksmann, tu sais, complètement, enfin je les cite eux, mais il y en a tellement des cons à la télé française, tu sais, qui méprisent et qui vilipendent certaines parties de la population ça existe ça Oui. là-bas ou alors il y a quand même une sorte de neutralité ou je sais pas d'universalisme russe? Bien sûr qu'il y en a, c'est une évidence. Et puis de toute façon, comment dire, dans, dans tous les médias, dans tous les pays du monde, tu auras toujours des cas un peu extrêmes volontairement pour recentrer le niveau par la suite sur des cas plus classiques, on va dire ça comme ça. Il y a toujours, et puis c'est les médias, c'est-à-dire que si c'est du buzz, du bon comme du mauvais, ça reste du buzz, hein. Ouais. Le plus important, voilà, c'est que certains arrivent à en tirer.
à en tirer des bénéfices. Je sais pas, bon, par exemple en vendant des livres. C'est par exemple le cas en France avec Girnoff, hein, le mec de base, il est plutôt, c'est un pro-URSS, hein, donc théoriquement, il devrait rassembler l'Ukraine et la Russie ensemble, hein. Mais bref, ça, c'est un autre détail. Mais voilà, forcément qu'il y a des gens plus extrêmes dans tous les sens, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre, c'est les médias, c'est comme ça. On peut passer peut-être alors à la prochaine question, c'est celle sur l'expatriation. Parce que moi j'ai pas mal d'abonnés qui, et puis les sujets que je traite sur ma chaîne, c'est globalement évidemment de la réaction à de l'actualité française, mais globalement ça tombe toujours sur le même sujet, c'est-à-dire que la France est finie, il n'y a plus aucun politique en qui on a confiance. On avait un moment confiance en le Rassemblement national parce que c'était quand même l'ouverture un petit peu populaire. Et il s'est avéré tout simplement par les actes de ces politiques-là, de ce parti-là, en commençant par Marine qui renie son père, puis maintenant le petit nouveau Bardella qui est pro-Ukraine, pro-OTAN, pro-UE, pro-euro, pro-vaccination, enfin bref. On se rend compte qu'il n'y a plus aucune solution. Donc maintenant, effectivement, est-ce que tu recommandes aux Français un petit peu désespérés, un petit peu pessimistes, est-ce que tu les conseilles de peut-être s'expatrier en Russie ou de au moins venir voir et peut-être que c'est peut-être un avenir peut-être plus périn? Alors, il faut pas venir en Russie juste parce que vous détestez Macron. Ça, c'est vraiment un Ok. point important. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent des fois, qui détestent Macron, et je peux comprendre, je comprends tout à fait pourquoi. Par contre, ce n'est pas juste pour ça qu'il faut venir en Russie. Il faut s'adapter à la culture qui est très différente. Ouais. C'est-à-dire que les Russes ne sourient pas, et c'est totalement vrai. J'ai connu un couple. Un seul, un bon exemple là-dessus Ouais. qui n'est pas resté en particulier parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à la culture. C'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose d'assez important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes, la Russie n'est pas la France. Et ça, je le répète, ça peut paraître vraiment très banal comme phrase, mais c'est important parce que ici, c'est très différent. C'est très, très différent. Et vous n'allez pas être accueilli avec des fleurs, une Anastasia, un travail, un passeport dans les mains directement de Poutine, avec une villa et une belle voiture. Non, non, Ouais. non, vous avez strictement rien à voir. D'ailleurs, et c'est à vous de vous débrouiller. Et ça, c'est normal. Donc, j'ai envie de dire, c'est dans tous les pays, ça devrait être comme ça. Et c'est comme ça dans la majorité des pays. Mais pour ça que pour venir en Russie, l'idéal, c'est d'être plutôt étudiant ou retraité. Parce que Ouais. c'est la période où c'est plus facile. Retraité, c'est qu'on a déjà une rente. Et surtout, vu que le coût de la vie est plus faible, c'est plus intéressant pour les retraités. Typiquement, faire parvenir l'argent, c'est en aucun cas un problème. Il y a des systèmes D, on va dire ça comme ça, pour envoyer en Russie. Il n'y a pas de souci, Ok. hein. Ou si de venir avec du cash ou d'autres choses comme ça. Voilà, d'un côté, merci les sanctions parce que ça permet de faire connaître d'autres alternatives qui sont plus viables que les virements bancaires, parce que bah, les banquiers prennent toujours leur commission. Après, Faut en avoir un fait, et projet aimer la quoi. Russie. Ouais, aimer la Russie, c'est pour ça qu'il faut venir plusieurs fois déjà. Ah ouais. Surtout si vous êtes dans un entre-deux, je sais pas moi, vous avez une famille, typiquement, ça c'est pas évident. À deux, venir, parce qu'il faut être sur la même longueur d'onde aussi. J'en ai connu dans les deux sens, hein, des personnes qui sont là sur la même longueur d'onde ou pas du tout, des fois. Et puis pour trouver du boulot, l'idéal c'est de bosser en ligne déjà dès le départ. Bref, c'est que c'est pas évident de trouver du boulot en Russie malgré qu'il y a un besoin, parce qu'il y a beaucoup de démarches, etc. Et un gros conseil, c'est de vous faire accompagner. Alors certes, moi, je propose des accompagnements, donc c'est un peu normal que je dise ça, mais c'est vrai par contre. Ouais. C'est que c'est pas un pays qui est très simple. Même si vous êtes extrêmement débrouillard et que vous faut déjà parler russe quasiment déjà Ok. au départ, et si vous voulez gagner énormément de temps et par conséquent de l'argent, faites-vous accompagner. Moi, je suis un exemple. Typiquement, au début, je m'étais pas fait accompagner. Bah, j'ai perdu 7-8 mois à peu près de mon temps, mais l'air de rien, 7-8 mois, c'est 7-8 mois de vie. Donc c'est 7-8 mois de loyer à payer, d'argent pour la nourriture, etc. Donc l'air de rien, ça fait de petites économies. Mais la Russie, sinon derrière, une fois qu'on est dans le mécanisme, une fois qu'on a par exemple un permis de séjour temporaire, surtout que maintenant avec le visa idéologique, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ah Vraiment, il y a une sacrée ouais. différence. Et ça, c'est très cool. C'est très bien. Merci, merci les C'est Russes. clair. Bah, j'avais interviewé d'ailleurs la députée Maria Butina qui a poussé justement sur ce visa idéologique. Donc voilà, c'est vraiment une volonté des Russes d'attirer les Occidentaux qui sont un peu en quête de vraies valeurs. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas venir juste pour les valeurs. Il faut aussi aimer la culture russe. Les Russes, la langue, voilà, c'est tout un niveau. Donc effectivement, du coup, je propose moi des accompagnements. En règle générale, c'est surtout au début, le premier voyage.
bref, pour ouvrir un compte bancaire, surtout que c'est devenu plus difficile maintenant, Oui. euh, pour visiter les quartiers, pour faire quelques démarches administratives, pour venir vous chercher à l'aéroport, réserver l'hôtel, parce que vous pouvez pas payer avec votre carte, Hmm. faire le change, etc., avoir les bonnes adresses. Moi, c'est ce que je fais, et en règle générale, je ne veux pas accompagner à 100% quelqu'un, parce que si vous voulez vivre en Russie, il faut vivre soi-même en Russie, donc il faut se débrouiller. Et comme ça, vous pouvez sentir plus la population, parce que si vous êtes accompagné de A à Z, bon, vous n'allez pas sentir les Russes, parce que vous avez la possibilité de ne pas les sentir directement. Ah Et ouais. quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux. Mais oui, la Russie est un pays incroyable, par contre, Ouais. avec des gens incroyables aussi. C'est-à-dire que on a souvent la métaphore de la pêche et de la noix de coco, où nous, les Occidentaux, on est la pêche. Au début, c'est tout mou, c'est tout doux. À la fin, on tombe sur un noyau dur. Et les Russes, c'est le départ, faut foutre un gros coup de machette dedans pour Ah l'ouvrir. ouais. Et après, par contre, il n'y a aucun problème, c'est super. Voilà, c'est plutôt cette métaphore-là qui est tout à fait réaliste d'ailleurs. Les Russes, une fois que vous avez brisé la glace, euh, et surtout, par exemple, bon, moi qui suis français, ça aide encore plus. T'es vraiment parti de zéro, quoi. T'as Ah oui, je suis décidé français. d'apprendre le russe, de partir en Russie, de monter ton business, et en plus, ça réussit bien. Moi, de base, je suis venu pour mes études. Ouais. Donc, c'était déjà dans un objectif de comprendre la Russie, de voir. Donc, Hmm. c'était pour une année. J'ai obtenu un diplôme et puis tout s'est enchaîné très rapidement. Et, euh, et je vois de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la Russie, dont des profils qui sont très intéressants aussi, que tous les profils d'ailleurs sont très intéressants, parce qu'on on retrouve comment dire, des personnes assez différentes qui ont un vécu très différent, mais on est toujours sur cet objectif final des valeurs russes, des valeurs traditionnelles, pardon, parce que la Russie, bref, les valeurs traditionnelles devraient être dans tous les pays du monde. Ouais. Mais voilà, c'est très intéressant et surtout que bah, moi, vu que je ne suis pas russe, du coup, j'ai une vision, disons, je peux parler aux personnes Ouais. et donner des équivalents, en fait, parce que je les comprends, parce que je suis déjà passé par là, moi aussi. Et voilà, on peut échanger là-dessus et se parler le même langage, en fait. Et, euh, et ça, c'est très cool. On s'amuse bien quand on est là aussi, Ah, on génial. parle de tout. Donc, des fois, j'ai des groupes même quasiment exclusivement d'expatriation, donc des personnes qui viennent. Donc, c'est super intéressant de voir les différents profils. Rome ne se construit pas, ne s'est pas construite en un jour, donc C'est dans tous les ça. cas, vous n'avez pas, comment dire, vous n'allez pas pouvoir venir en Russie du premier coup et directement vous y faire sur place. Vous pouvez essayer, mais voilà, c'est plutôt complexe. Ouais. Mais voilà, c'est un pays incroyable. Faut le voir sur place, en fait. Disons que je peux pas tout vous dire à travers ma bouche. Il faut que vous voyez à travers vos yeux. Alors justement, moi j'avais une petite question pour les gens, 30, 40 ans, enfin je sais pas, il y a peut-être pas de tranche d'âge précise, mais ceux qui veulent s'installer. Et comment ça se passe en Russie là-bas si on veut par exemple trouver une femme, si on veut se faire des amis, est-ce que c'est des gens quand même facilement abordables? Est-ce qu'un mec de 30, 40 ans peut faire une famille avec une Russe? Ou alors là c'est quand même plus compliqué? Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui partent par exemple en Asie, beaucoup de ce qu'on appelle des pharangs en Thaïlande, des Européens, quoi, des Blancs, qui partent en Asie justement parce que c'est plus facile d'avoir l'accès aux femmes, de créer une famille avec des femmes traditionnelles qui ne sont pas carriéristes ou wokistes, etc. Comment ça se passe là-bas? C'est probable ou c'est quand même aussi saturé qu'ici? Hop, 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 si tu veux savoir s'il y a des 10 sur 10 Russes qui veulent bien de toi en Russie, bon, bah ça c'est dans la suite de l'interview. Mais pour ça, il faut devenir membre exclusif. Il y a deux raisons. Déjà parce qu'on parle de l'expatriation en Russie, mais aussi parce que Poutine a parlé de l'affaire Brigitte. Ah ouais, c'est Thomas qui me l'a dit, mais bon, pour ça, il faut cliquer sur l'interview dans la description, sinon tu deviens membre. T'appuies sur le bouton rejoindre. Et c'est pas tout mon petit pote, si tu veux devenir un vrai fan de Poutine, faut que tu te prennes le buste. Et ouais, le buste, c'est le premier lien en description. Le premier lien, t'as le buste. Et le deuxième lien, c'est un t-shirt Poutine. N'oublie pas de t'abonner, mets un like, partage cette interview, c'est le plus important pour le référencement. Et moi, je te dis à bientôt. Un site internet, tu as dit, tu veux peut-être en dire un petit peu plus, tu veux peut-être rentrer dans les détails. Si jamais il y a Alors, des j'en gens ai qui deux. sont intéressés, Ouais. pourquoi pas, hein. J'en ai deux. J'ai un site pour le tourisme, c'est Aventurus, donc c'est le nom de ma société en Russie, une agence de tourisme. Là-dessus, on a des groupes en été, par exemple. Donc, si ça vous intéresse pour voyager et visiter la Russie de A à Z
tant que touriste, hein, je parle. Même s'il y a des points, comment dire, je fais des jours expatriation en plus pour ceux qui veulent ouvrir un compte bancaire, visiter des quartiers, etc. Ok. C'est prévu et dans ce cas, vous pouvez me contacter directement là-bas. Sinon, il y a venirenrussie.com et là-dessus, c'est là plutôt c'est pour avoir des rendez-vous en ligne, pour me contacter aussi pour venir s'expatrier, voir comment vous pouvez faire. C'est-à-dire en fonction de votre cas, là, par exemple, j'ai vu que j'avais un rendez-vous qui a été pris. En général, c'est un rendez-vous en ligne avant et après, on se voit en physique sur place pour visiter des quartiers, parler de votre cas, sentir le terrain aussi. Il n'y a rien de mieux, surtout pour ceux qui ont une optique plutôt entrepreneuriale. Il n'y a rien de mieux que de sentir le terrain parce que quand c'est dans la nourriture, il faut comprendre aussi que les Russes ne mangent pas de la baguette Ah ouais, à chaque repas comme en France. tu m'étonnes. Voilà, les spécificités locales, et là je suis là pour, voilà, pour traduire et pour traduire la pensée et traduire les propos des Russes. Et, euh, voilà, aider sur place en règle générale, c'est plutôt ce que je fais et j'adore ça. Vous voir en Russie, je vous attends de pied ferme. Et surtout que, bon, je comprends tout à fait vos besoins, des problèmes que vous avez de l'autre côté et ça fait toujours du repos pour absolument tout le monde. C'est ça, exactement. Et alors toi, tu as des projets peut-être à l'avenir sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas lancer peut-être des formats, je ne sais pas, ou est-ce que tu vas... Peut-être tu prévois de te refaire bannir, c'est Ouais. ton objectif, je ne sais pas. À Je te le Tomasovic souhaite pas. 3.0 bientôt, voilà, c'est l'objectif. Non, non, mais de toute façon, là, je reposte encore quelques vidéos importantes que j'avais pu tourner avant, parce que je les avais sauvegardées sur Odyssey, typiquement. Ouais. Là, des formats, j'en essayerai d'autres. J'en ai fait une vidéo longue, par exemple, sur Vladimir Poutine avec Xavier Moreau, qui nous parlait de son expérience. Mais une grosse vidéo lourde, c'est plus difficile à faire, mais ça se fait. Mais en attendant, voilà, je parle beaucoup de l'actualité, de ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas, que ce soit Telegram, Twitter ou YouTube. Euh, je vous attends. C'est ça, exactement. Et on t'attend aussi. Allez, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Pour tous ceux qui sont intéressés, excusez-moi, voilà, n'hésitez pas à aller sur ces réseaux sociaux. Et puis en attendant, bah voilà, faut résister. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne dans l'actualité les prochains jours. Et puis voilà, merci encore. On les aura. Allez, merci à toi et à bientôt, à vous tous.